l'enseignement secret de Spinoza que Voltaire n'a jamais osé publier. Mes chers amis, arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va complètement bouleverser votre vision de l'histoire de la philosophie européenne. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur nos plus grands penseurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à faire découvrir ces contenus à encore plus de personnes passionnées d'histoire comme vous. Mais revenons à notre sujet principal. Imaginez un instant que deux des plus grands génies du siècle des Lumières aient entretenu une correspondance si explosive, si dangereuse pour l'ordre établi, qu'elle a été cachée pendant des siècles. Imaginez que Voltaire, cet homme qui n'avait peur de rien ni de personne, qui critiquait ouvertement l'Église et les rois, ait découvert des idées si révolutionnaires qu'il a choisi de les garder secrètes jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, nous plongeons dans les archives les plus mystérieuses de l'Europe du XVIIIe siècle pour découvrir les enseignements cachés de Baruch Spinoza qui ont fait trembler même le courageux Voltaire. Préparez-vous à un voyage qui va changer à jamais votre compréhension de ces deux géants intellectuels. La correspondance secrète entre deux géants. Mais pourquoi deux hommes aussi brillants que Spinoza et Voltaire auraient-ils maintenu leurs échanges les plus profonds dans l'ombre? Pour comprendre cette énigme fascinante, nous devons remonter aux origines de cette relation intellectuelle extraordinaire qui a façonné en secret l'histoire de la pensée européenne. L'histoire commence en 1677, année de la mort de Spinoza, quand ses œuvres les plus controversées commencent à circuler clandestinement à travers l'Europe. Mais saviez-vous qu'il existait des manuscrits encore plus secrets, des textes que même ses disciples les plus proches hésitaient à copier? Ces documents contenaient des réflexions si audacieuses que leur simple possession pouvait conduire à l'exil ou pire encore. Voltaire, alors âgé de seulement 23 ans, découvre l'existence de ces textes lors de son séjour en Angleterre en 1726. Comment un jeune philosophe français en exil a-t-il pu avoir accès à des documents si jalousement gardés? La réponse se trouve dans les cercles secrets de Londres, où des intellectuels européens se réunissaient pour partager les idées les plus dangereuses de leur époque. C'est là que Voltaire rencontre Anthony Collins, philosophe anglais et ami proche de John Toland, qui avait lui-même correspondu avec les derniers disciples de Spinoza à Amsterdam. Collins possédait des copies de lettres que Spinoza avait écrites dans ces dernières années, des lettres qui n'avaient jamais été destinées à la publication et qui contenaient ses pensées les plus radicales sur la nature de Dieu, de l'humanité et de la société. Imaginez la stupéfaction du jeune Voltaire en découvrant ces textes. Lui qui pensait déjà être audacieux dans sa critique de l'Église catholique, découvrait des idées qui allaient infiniment plus loin que tout ce qu'il avait osé imaginer. Ces manuscrits ne se contentaient pas de critiquer la religion organisée, ils remettaient en question les fondements mêmes de la réalité telle que l'humanité l'apercevait. Mais comment Voltaire a-t-il réagi à cette découverte? Les premières lettres qu'il écrit à ses correspondants français après cette révélation montrent un homme profondément troublé. Il confie à sa nièce, Madame Denis, qu'il a découvert des pensées si profondes qu'elles donnent le vertige, et qu'il comprend maintenant pourquoi certaines vérités doivent rester cachées au grand public. Cette rencontre avec les idées secrètes de Spinoza va marquer un tournant dans la philosophie de Voltaire. Désormais, il sait qu'il existe des niveaux de vérité que seuls les esprits les plus préparés peuvent supporter. Cette prise de conscience va influencer toute son œuvre future et expliquer pourquoi, malgré sa réputation d'iconoclaste, il maintiendra toujours certaines limites dans ses critiques les plus audacieuses. Mais quelles étaient exactement ces idées si dangereuses? Pour le comprendre, nous devons examiner le contexte historique dans lequel elles sont nées. L'Europe du XVIIe siècle sortait à peine des guerres de religion qui avaient déchiré le continent pendant plus d'un siècle.
La paix de Westphalie en 1648 avait établi un fragile équilibre entre les différentes confessions chrétiennes, mais cet équilibre reposait sur l'acceptation mutuelle de certaines vérités fondamentales sur Dieu et la morale. Spinoza, dans ses écrits secrets, remettait en question non seulement les dogmes spécifiques de chaque religion, mais l'idée même qu'il puisse exister des vérités morales universelles. Pour lui, ce que nous appelons bien et mal ne sont que des constructions humaines relatives aux circonstances et aux rapports de force. Cette vision relativiste de la morale était révolutionnaire, mais aussi potentiellement destructrice pour tout l'ordre social européen. Voltaire comprenait parfaitement les implications de ces idées. Si les masses populaires venaient à accepter que la morale n'est qu'une construction sociale arbitraire, sur quelle base pourrait-on maintenir l'ordre et la justice? Comment pourrait-on critiquer les abus des puissants si toute notion de bien et de mal devenait relative? Ces questions ont hanté Voltaire toute sa vie et expliquent pourquoi il a choisi de garder secrètes les découvertes les plus radicales de Spinoza. Le réseau clandestin qui permettait la circulation de ses idées était fascinant en lui-même. Des intellectuels de toute l'Europe participaient à cette chaîne de transmission secrète qui reliait Amsterdam à Londres, de Londres à Paris et de Paris à Berlin. Chacun de ces penseurs était conscient qu'il manipulait des idées explosives qui pouvaient changer le cours de l'histoire humaine. Parmi ces intellectuels, on trouvait des noms aujourd'hui oubliés, mais qui jouaient alors des rôles cruciaux dans la diffusion des idées les plus avancées. Johann Schüller, médecin allemand et correspondant de Spinoza, avait constitué une véritable archive des pensées les plus secrètes du philosophe. Ces documents passaient de main en main à travers un réseau de confiance qui incluait des libraires, des diplomates et même certains membres du clergé progressiste. Comment ces hommes évaluaient-ils les risques qu'ils prenaient? Les lettres de l'époque révèlent des débats passionnés sur la responsabilité morale du philosophe face à la vérité. Fallait-il révéler des idées qui pouvaient libérer l'humanité de ses illusions, même si cette libération risquait de provoquer le chaos social? Ou bien la sagesse consistait-elle à préserver certains nobles mensonges nécessaires au maintien de la civilisation? Ces questions n'étaient pas purement théoriques. L'époque avait déjà vu les conséquences pratiques de révolutions intellectuelles majeures. La réforme protestante, un siècle et demi plus tôt, avait montré comment des idées nouvelles sur la religion pouvaient déclencher des guerres dévastatrices. Les philosophes du XVIIIe siècle étaient donc particulièrement sensibles aux dangers potentiels de leurs propres découvertes. Voltaire, en particulier, avait une conscience aiguë de son influence sur l'opinion publique. Ses écrits étaient lus dans toute l'Europe, traduits dans plusieurs langues et discutés dans les salons les plus influents. Il savait que chaque idée qu'il rendait publique pouvait avoir des conséquences imprévisibles sur la société de son époque. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre sa décision de garder secrets les enseignements les plus radicaux de Spinoza. Cette décision ne venait pas de la lâcheté ou de la pusillanimité, mais d'une évaluation réfléchie des conséquences possibles de ces révélations sur l'humanité de son époque. Le Dieu révolutionnaire de Spinoza. Mais qu'est-ce qui rendait la conception spinozienne de Dieu si dangereuse que même un esprit aussi libre que Voltaire hésitait à la révéler au grand jour? Pour comprendre cette révolution théologique, nous devons plonger dans les profondeurs de la métaphysique la plus audacieuse jamais conçue par l'esprit humain. Dans ses écrits publics, Spinoza avait déjà choqué l'Europe en identifiant Dieu à la nature elle-même. Cette équation Deus sive natura était révolutionnaire, mais les manuscrits secrets révélaient que cette identification n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les implications véritables de cette philosophie divine étaient encore plus radicales que tout ce que le public avait pu imaginer. Voltaire découvrit avec stupéfaction que pour Spinoza, dire que Dieu est la nature ne signifiait pas simplement que Dieu s'exprime à travers les phénomènes naturels. Cela signifiait que chaque pensée humaine, chaque émotion, chaque acte de violence ou de compassion était littéralement un mode d'expression divine.
Il n'y avait pas de Dieu séparé de la création qui jugerait nos actions de l'extérieur, mais un Dieu qui était nos actions elles-mêmes. Imaginez les implications vertigineuses de cette vision. Si tout ce qui existe est une expression directe de la divinité, alors la distinction traditionnelle entre le sacré et le profane s'effondre complètement. Les guerres les plus sanglantes, les crimes les plus atroces, les mensonges les plus vils sont tous, dans cette perspective, des manifestations authentiques de Dieu au même titre que les actes les plus nobles et les plus beaux. Cette théologie révolutionnaire allait encore plus loin dans ses conséquences pratiques. Spinoza expliquait dans ses textes secrets que la prière traditionnelle devient absurde dans ce système. Comment pourrait-on demander à Dieu de changer le cours des événements si Dieu est précisément ce cours des événements lui-même? Prier pour que la réalité soit différente de ce qu'elle est revient à demander à Dieu de se nier lui-même. Voltaire fut particulièrement troublé par les implications morales de cette vision divine. Si Dieu est tout ce qui existe, alors il n'y a plus de critères externes pour juger le bien et le mal. Nos jugements moraux ne peuvent plus se fonder sur la volonté divine, puisque cette volonté s'exprime également à travers les actions que nous condamnons. Dans ce système, la morale devient purement relative aux perspectives humaines limitées. Mais comment Spinoza justifiait-il cette vision apparemment nihiliste? Les manuscrits révèlent une philosophie d'une cohérence redoutable. Pour lui, l'erreur fondamentale de l'humanité consistait à projeter sur Dieu nos propres limitations et nos propres désirs. Nous imaginons un Dieu qui ressemble à un roi humain idéalisé, avec ses préférences, ses colères et ses projets. Mais la véritable divinité transcende complètement ces catégories anthropomorphiques. Le Dieu de Spinoza ne peut pas avoir de préférence parce qu'avoir des préférences implique un manque, une insatisfaction face à l'état présent des choses. Or Dieu, étant parfait et infini, ne peut manquer de rien ni désirer que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Cette perfection divine exclut toute possibilité de jugement moral au sens traditionnel du terme. Cette révolution théologique avait des conséquences politiques explosives que Voltaire perçut immédiatement. Si tous les gouvernements sont des expressions égales de la divinité, comment justifier la résistance à la tyrannie? Comment défendre la liberté contre l'oppression si l'oppression elle-même est une manifestation authentique de Dieu? Ces questions mettaient en péril tous les fondements de la philosophie politique progressive que Voltaire défendait. Pourtant, Spinoza ne prônait pas la passivité politique. Sa philosophie menait plutôt à une forme très particulière d'engagement qui troublait profondément Voltaire. Pour Spinoza, nous devons agir selon notre nature propre, qui inclut notre désir de liberté et de bonheur. Mais nous devons le faire en reconnaissant que nos adversaires agissent également selon leur nature nécessaire. Cette perspective transformait complètement la nature du conflit politique. Au lieu de lutter pour le triomphe du bien contre le mal, nous luttons pour l'expression de notre propre essence contre d'autres essences qui lui sont contraires. Cette vision naturaliste de la politique éliminait toute dimension morale absolue du combat pour la justice. Voltaire réalisa que cette philosophie politique pourrait avoir des conséquences désastreuses si elle était adoptée par les masses. Comment motiver les gens à lutter contre l'injustice si on leur explique que cette injustice est elle-même une expression nécessaire de la divinité? Comment maintenir l'indignation morale nécessaire aux réformes sociales dans un système qui relativise tous les jugements moraux? Les implications de cette théologie s'étendaient également au domaine de la connaissance humaine. Pour Spinoza, notre compréhension de Dieu ne peut jamais être complète parce que nous ne pouvons comprendre que les aspects de la divinité qui correspondent à notre propre nature limitée. Nous ne percevons de Dieu que ce que notre constitution physique et mentale nous permet de percevoir. Cette limitation épistémologique avait des conséquences humiliantes pour l'orgueil humain. Non seulement nous ne sommes pas le centre de la création, mais notre compréhension même de la création est irrémédiablement partielle et déformée par nos propres limitations. Cette humilité forcée contredisait l'optimisme rationaliste que Voltaire voulait promouvoir dans le grand public.
Peut-être plus troublant encore était l'attitude de Spinoza face à l'immortalité de l'âme. Dans ses écrits secrets, il expliquait que seule la partie de notre esprit qui comprend les vérités éternelles peut être considérée comme immortelle. Cette immortalité n'est pas personnelle au sens traditionnel, puisqu'elle ne préserve ni nos souvenirs ni notre identité individuelle. C'est plutôt une fusion avec l'intellect divin universel qui dissout complètement la personnalité. Cette vision de l'immortalité était peut-être encore plus déstabilisante que l'athéisme pur et simple. Au moins l'athée sait à quoi s'attendre après la mort, mais la perspective spinozienne offrait une forme d'éternité qui ressemblait davantage à une extinction qu'à une survie. Cette ambiguïté troublante rendait impossible tout réconfort religieux traditionnel. Voltaire comprenait que révéler ces aspects de la philosophie spinozienne au grand public pourrait provoquer une crise spirituelle massive. Comment les gens pourraient-ils continuer à trouver du sens et de la motivation dans leur vie quotidienne en acceptant une vision si radicalement différente de Dieu, de la morale et de l'immortalité? La destruction révolutionnaire du libre arbitre. Mais si la théologie secrète de Spinoza était déjà explosive, ses conclusions sur le libre arbitre représentaient une véritable bombe philosophique qui menaçait de faire s'écrouler tout l'édifice de la civilisation occidentale. Voltaire découvrit avec horreur que les arguments de Spinoza contre la liberté humaine étaient si puissants qu'ils semblaient irréfutables et pourtant si destructeurs qu'ils rendaient impossible toute vie sociale normale. Dans ses manuscrits les plus secrets, Spinoza développait une démonstration mathématique de l'impossibilité du libre arbitre qui allait bien au-delà de ses écrits publics. Cette démonstration ne se contentait pas d'affirmer que nos choix sont déterminés par des causes antérieures, elle prouvait que l'idée même de choix libre est une contradiction logique fondamentale. L'argument commençait par une analyse de ce que nous entendons réellement quand nous disons qu'une action est libre. Pour qu'une action soit vraiment libre, expliquait Spinoza, elle devrait être causée par l'agent lui-même et par rien d'autre. Mais qu'est-ce que cet agent lui-même? Si c'est le caractère de la personne, alors l'action est déterminée par ce caractère. Si c'est la volonté, alors il faut expliquer ce qui détermine cette volonté. Cette régression logique menait inévitablement à une impasse. Soit nos actions sont déterminées par des facteurs antérieurs, auquel cas elles ne sont pas libres, soit elles surgissent du néant sans cause aucune, auquel cas elles sont aléatoires mais toujours pas libres, au sens où nous l'entendons habituellement. La liberté véritable exigerait que nous soyons la cause de nous-mêmes, ce qui est logiquement impossible. Voltaire fut stupéfait par l'élégance et la force de ce raisonnement, mais aussi terrifié par ses implications. Si cette démonstration était correcte, alors tous les systèmes juridiques de l'Europe reposaient sur une illusion fondamentale. Comment peut-on punir quelqu'un pour des actions qu'il ne pouvait pas ne pas commettre? Comment peut-on récompenser des vertus qui ne résultent d'aucun mérite personnel? Mais Spinoza allait encore plus loin dans ses analyses secrètes. Il montrait que même nos efforts pour résister à cette conclusion participaient du déterminisme universel. Notre résistance à l'idée de déterminisme était elle-même déterminée par notre constitution psychologique et nos expériences passées. Nous ne pouvions même pas choisir librement d'accepter ou de rejeter l'idée de libre arbitre. Cette circularité vertigineuse créait ce que Spinoza appelait dans ses notes personnelles le piège de la liberté. Plus nous essayons de prouver notre liberté en résistant à l'idée de déterminisme, plus nous démontrons que cette résistance même est déterminée. C'est comme si nous étions prisonniers d'une cage dont nous nierions l'existence précisément parce que nous sommes conditionnés à la nier. Les implications pratiques de cette philosophie étaient vertigineuses. Spinoza expliquait que si nous acceptions vraiment l'absence de libre arbitre, notre rapport à la culpabilité et au mérite serait complètement transformé. Nous ne pourrions plus haïr les criminels, ni admirer les héros de la même manière, puisque leurs actions seraient le résultat nécessaire de leur constitution et de leurs circonstances. Mais cette transformation ne menait pas nécessairement à l'indifférence morale, comme on pourrait le craindre. Au contraire, elle ouvrait la voie à une forme de compassion universelle basée sur la compréhension.
Si nous comprenons que chaque personne agit selon sa nature nécessaire, nous pouvons cesser de la juger moralement tout en continuant à agir pour modifier les circonstances qui déterminent ses actions. Cette perspective révolutionnaire sur la justice pénale troublait profondément Voltaire. Spinoza proposait de remplacer la punition rétributive par une approche purement préventive et thérapeutique. Au lieu de punir les criminels parce qu'ils le méritent, nous devrions les traiter comme nous traitons les malades mentaux, en cherchant à modifier les causes de leur comportement problématique. Cette approche était révolutionnaire pour l'époque, mais Voltaire craignait qu'elle ne soit prématurée. Comment convaincre les victimes de crimes qu'elles ne peuvent pas légitimement haïr leurs agresseurs? Comment maintenir la dissuasion nécessaire à l'ordre social si la punition perd son caractère moral? Ces questions pratiques rendaient l'implémentation des idées de Spinoza extrêmement problématique. Plus troublant encore était l'impact de cette philosophie sur la motivation personnelle. Si nos efforts pour nous améliorer sont eux-mêmes déterminés, pourquoi faire des efforts? Spinoza répondait que cette question elle-même révélait une incompréhension fondamentale. Nous faisons des efforts parce que c'est notre nature de les faire dans certaines circonstances, pas parce que nous choisissons librement de les faire. Cette réponse était logiquement cohérente, mais psychologiquement insatisfaisante pour beaucoup de gens, y compris pour Voltaire. Comment maintenir l'énergie nécessaire aux grandes entreprises humaines si nous savons que nos efforts sont déterminés d'avance? Comment préserver l'illusion d'agency qui semble nécessaire à l'action efficace? Spinoza avait anticipé ces objections et développé une réponse sophistiquée dans ses écrits les plus intimes. Il expliquait que comprendre le déterminisme de nos actions ne les rend pas moins nécessaires ou moins efficaces. Un médecin qui comprend les causes physiques de la guérison ne cesse pas pour autant de soigner ses patients. De même, comprendre les causes de nos motivations ne nous empêche pas d'être motivés. Cette analogie était séduisante intellectuellement, mais Voltaire doutait qu'elle soit psychologiquement viable pour la plupart des gens. Il craignait qu'une acceptation généralisée du déterminisme ne mène à une forme de fatalisme paralysant qui rendrait impossible tout progrès social ou personnel. Les analyses de Spinoza s'étendaient également au domaine des émotions et des sentiments moraux. Il montrait que nos réactions émotionnelles aux actions d'autrui sont basées sur l'illusion que ces personnes auraient pu agir différemment. Si nous acceptions vraiment le déterminisme, nos émotions morales seraient transformées au point de devenir méconnaissables. Cette transformation émotionnelle avait des implications sociales profondes que Voltaire percevait clairement. Les sentiments de gratitude, d'indignation, de fierté et de honte qui motivent tant de nos interactions sociales perdraient leur base rationnelle dans un monde qui accepterait pleinement le déterminisme. Comment maintenir les liens sociaux sans ces émotions morales fondamentales? Spinoza proposait de les remplacer par des émotions basées sur la compréhension plutôt que sur le jugement moral. Au lieu d'être reconnaissant envers quelqu'un qui nous aide, nous pourrions simplement apprécier que sa nature soit telle qu'il nous aide dans ces circonstances. Cette attitude était plus rationnelle, mais elle semblait aussi plus froide et moins motivante pour l'action sociale. Mes chers passionnés d'histoire, avant de poursuivre ce voyage fascinant dans les secrets les mieux gardés de la philosophie européenne, permettez-moi de vous rappeler que si vous appréciez ces histoires inspirantes qui révèlent les mystères cachés de nos plus grands penseurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure découvrez-vous cette révélation? Votre participation nous aide à comprendre notre communauté internationale de chercheurs de vérité. Si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit like nous aiderait énormément à partager ces contenus avec encore plus de personnes curieuses comme vous. Maintenant, replongeons-nous dans les profondeurs de cette histoire secrète qui continue de façonner notre monde moderne. L'état naturel de l'humanité selon les révélations cachées. Qu'est-ce qui a pu pousser Voltaire, cet homme qui n'hésitait jamais à défendre la dignité humaine contre tous les abus, à garder secret l'enseignement le plus radical de Spinoza sur la véritable nature de l'humanité?
Pour comprendre cette décision bouleversante, nous devons explorer les manuscrits les plus explosifs jamais écrits sur la condition humaine. Dans les archives secrètes découvertes par Voltaire lors de son séjour londonien, Spinoza développait une anthropologie philosophique qui dépassait en audace tout ce que l'Europe avait jamais osé imaginer. Ces textes ne se contentaient pas de critiquer les illusions religieuses sur l'humanité. Ils démantelaient systématiquement toutes les bases du humanisme naissant qui commençait à influencer la pensée européenne. Imaginez la stupéfaction de Voltaire en découvrant que pour Spinoza, les êtres humains ne possèdent aucune dignité particulière qui les distinguerait fondamentalement des autres animaux. Cette affirmation n'était pas une provocation gratuite, mais la conclusion logique d'une analyse rigoureuse de ce qui constitue réellement la nature humaine au-delà de nos illusions flatteuses. Dans ses écrits secrets, Spinoza expliquait que ce que nous appelons la noblesse humaine n'est qu'un ensemble de comportements adaptatifs qui ont évolué pour favoriser la survie de notre espèce. Notre capacité à créer de l'art, à philosopher, à ressentir de l'amour ou de la compassion ne nous élève pas au-dessus de la nature animale. Elle représente simplement des stratégies sophistiquées développées par une espèce particulièrement complexe pour maximiser ses chances de reproduction et de survie. Cette vision naturaliste de l'humanité avait des implications vertigineuses que Voltaire perçut immédiatement. Si nous ne sommes que des animaux plus sophistiqués, sur quoi peuvent bien reposer les droits humains universels que les philosophes des Lumières commençaient à défendre? Comment justifier l'égalité de tous les hommes devant la loi si cette égalité ne se fonde sur aucune dignité métaphysique particulière? Mais Spinoza allait encore plus loin dans son analyse dévastatrice des illusions humanistes. Il démontrait que même nos sentiments moraux les plus nobles ne sont que des déguisements sophistiqués de nos instincts animaux fondamentaux. L'amour parental, par exemple, n'est qu'une programmation biologique qui assure la transmission de nos gènes. La compassion pour les malheureux n'est qu'un mécanisme d'assurance mutuelle qui nous protège dans un monde incertain. Cette révélation était particulièrement troublante pour Voltaire parce qu'elle semblait expliquer avec une précision scientifique des phénomènes qu'il préférait considérer comme des manifestations de la bonté naturelle humaine. Comment défendre la tolérance religieuse si cette tolérance n'est qu'une stratégie évolutive, développée par les groupes humains faibles pour survivre face aux plus forts? Comment promouvoir la justice sociale si le sens de la justice n'est qu'un instinct tribal déguisé? Les manuscrits révélaient également l'analyse spinozienne de ce que nous appelons la conscience morale. Pour lui, cette conscience n'était rien d'autre que l'intériorisation des pressions sociales exercées par notre groupe d'appartenance. Ce que nous ressentons comme une voix morale intérieure n'est que l'écho des punitions et récompenses que notre société utilise pour contrôler nos comportements. Cette explication mécaniste de la conscience morale détruisait l'une des bases fondamentales de l'éthique traditionnelle. Si notre sens du bien et du mal n'est qu'un conditionnement social, comment distinguer entre une société juste et une société oppressive? Toutes les sociétés utilisent des mécanismes de conditionnement pour maintenir l'ordre, et aucune ne peut revendiquer une légitimité morale absolue. Voltaire réalisa avec horreur que cette analyse s'appliquait également à ses propres convictions philosophiques. Son engagement pour la liberté religieuse, sa critique de l'intolérance, son combat pour la justice sociale, tout cela pouvait être interprété comme l'expression de sa propre programmation psychologique plutôt que comme la découverte de vérités morales objectives. Cette relativisation de tous les idéaux moraux créait ce que Spinoza appelait dans ses notes personnelles le vertige de la conscience. Une fois que nous comprenons les mécanismes naturels qui produisent nos convictions morales, ces convictions perdent leur caractère évident et impérieux. Nous continuons à les ressentir, mais nous ne pouvons plus les considérer comme des guides fiables vers la vérité éthique. Pourtant, Spinoza ne prônait pas le nihilisme moral. Au contraire,
Il proposait une éthique basée sur la compréhension de notre nature véritable plutôt que sur des illusions flatteuses. Si nous sommes des animaux sophistiqués programmés pour la survie et la reproduction, nous devons organiser nos sociétés en tenant compte de cette réalité plutôt qu'en nous basant sur des idéaux irréalistes. Cette approche naturaliste de l'éthique avait des conséquences politiques révolutionnaires que Voltaire trouva à la fois fascinantes et terrifiantes. Spinoza proposait de remplacer les systèmes politiques basés sur des principes moraux, abstraits, par des systèmes basés sur une compréhension scientifique de la nature humaine. Dans cette perspective, le rôle du gouvernement n'est plus de faire respecter la justice ou de protéger les droits naturels, concepts qui n'ont aucun sens dans le système spinozien. Le rôle du gouvernement devient purement pragmatique, organiser les instincts humains de façon à maximiser la survie et le bien-être collectif, exactement comme un éleveur organise son troupeau. Cette analogie avec l'élevage n'était pas accidentelle dans les écrits secrets de Spinoza. Il expliquait que les dirigeants politiques devraient étudier la nature humaine avec la même objectivité scientifique qu'un fermier étudie ses animaux domestiques. Cette approche éliminerait les passions idéologiques qui rendent la politique si destructrice. Mais elle éliminerait aussi toute dimension morale du pouvoir politique. Voltaire fut particulièrement troublé par les implications de cette vision pour l'éducation et la culture. Si les êtres humains ne sont que des animaux sophistiqués, l'éducation devient un simple processus de dressage destiné à rendre les individus plus utiles à la société. Les arts et les sciences perdent leur valeur intrinsèque pour ne devenir que des outils de conditionnement social. Cette instrumentalisation de la culture heurtait profondément les convictions de Voltaire, qui voyait dans les arts et les lettres des moyens d'élever l'humanité au-dessus de sa condition animale. Mais comment défendre cette vision humaniste face aux arguments apparemment scientifiques de Spinoza? Comment maintenir que la culture a une valeur intrinsèque si cette valeur n'est qu'une illusion créée par notre programmation psychologique? Les manuscrits révélaient également l'analyse spinozienne de phénomènes que nous considérons comme spécifiquement humains, tels que le langage et la pensée abstraite. Pour lui, ces capacités ne nous distinguent des autres animaux que par leur degré de sophistication, pas par leur nature fondamentale. Le langage n'est qu'un système de signalisation plus complexe que celui des autres espèces, et la pensée abstraite n'est qu'une forme évoluée des processus cognitifs que nous partageons avec de nombreux autres animaux. Cette vision déflationniste de nos capacités intellectuelles avait des conséquences troublantes pour la philosophie elle-même. Si notre capacité de raisonner n'est qu'un outil évolutif développé pour résoudre des problèmes pratiques de survie, pourquoi devrions-nous faire confiance à nos raisonnements les plus abstraits? Comment justifier la recherche de la vérité philosophique si cette recherche n'est qu'un instinct détourné de sa fonction originale? Spinoza répondait à ces objections avec sa logique implacable habituelle. Il expliquait que comprendre les origines évolutives de nos capacités intellectuelles ne les invalide pas plus que comprendre les origines de nos yeux n'invalide notre vision. Nos capacités de raisonnement peuvent avoir évolué pour des raisons pratiques, mais cela ne les empêche pas d'être efficaces pour découvrir des vérités sur le monde. Cette réponse était intellectuellement satisfaisante, mais Voltaire craignait qu'elle ne soit pas psychologiquement viable pour la plupart des gens. Comment maintenir la motivation nécessaire à la recherche intellectuelle si nous comprenons que cette recherche n'est qu'un instinct animal détourné? Comment préserver le sens du sublime et du transcendant qui semble nécessaire aux plus grandes réalisations humaines? Les implications de cette anthropologie naturaliste s'étendaient également au domaine des relations interpersonnelles. Spinoza expliquait que ce que nous appelons l'amour n'est qu'un mécanisme biologique destiné à créer des alliances favorables à notre survie et à notre reproduction. Cette explication scientifique de l'amour ne le rend pas moins réel ou moins important, mais elle élimine sa dimension romantique et transcendante. De même,
L'amitié devient un calcul instinctif d'avantages mutuels, et la loyauté n'est qu'une stratégie développée par l'évolution pour maintenir des alliances durables. Ces explications naturalistes ne condamnent pas ces sentiments, mais elles les démystifient complètement et les ramènent à leur fonction biologique de base. Voltaire réalisa que cette démystification de l'amour et de l'amitié pourrait avoir des conséquences sociales désastreuses si elle était largement acceptée. Comment maintenir la cohésion sociale nécessaire à la civilisation si les gens comprennent que leurs sentiments les plus intimes ne sont que des programmes biologiques? Comment préserver la beauté et la poésie de l'existence humaine face à cette analyse réductrice? La critique absolue de l'espoir et du progrès humain. Mais si les révélations de Spinoza sur la nature humaine étaient déjà bouleversantes, ses conclusions sur la possibilité du progrès humain représentaient peut-être le coup le plus dévastateur porté aux espoirs de l'époque des Lumières. Voltaire découvrit avec consternation que l'homme qu'il considérait comme un précurseur de sa propre philosophie progressiste avait en réalité développé les arguments les plus puissants contre l'idée même de progrès. Dans les manuscrits les plus secrets, Spinoza développait une démonstration mathématique de l'impossibilité du progrès moral authentique qui remettait en question tous les espoirs de réforme sociale que Voltaire chérissait. Cette démonstration ne se basait pas sur un pessimisme émotionnel, mais sur une analyse logique rigoureuse de ce que signifie réellement le concept de progrès dans un univers déterministe. L'argument de Spinoza commençait par une définition précise de ce que nous entendons par progrès moral. Pour qu'il y ait véritable progrès, il faut que l'humanité devienne objectivement meilleure, plus juste, plus sage qu'elle ne l'était auparavant. Mais cette amélioration objective implique l'existence d'un étalon moral absolu qui nous permette de mesurer ces améliorations. Or, comme Spinoza l'avait déjà démontré dans ses autres écrits, aucun étalon moral absolu n'existe dans la nature. Ce que nous appelons bien et mal ne sont que des expressions de nos propres intérêts et de nos propres perspectives limitées. Dans ces conditions, comment pourrait-il y avoir un progrès moral objectif? Tout changement social ne peut être évalué que selon les critères subjectifs de celui qui l'observe. Cette relativisation du progrès moral avait des implications vertigineuses que Voltaire perçut immédiatement. Si aucun progrès objectif n'est possible, alors tous les efforts de réforme sociale ne sont que des expressions des préférences subjectives de leurs promoteurs. La lutte pour la justice devient un simple conflit entre des visions du monde incompatibles sans qu'aucune ne puisse revendiquer une supériorité objective. Mais Spinoza allait encore plus loin dans sa critique du progressisme. Il montrait que même l'idée de changement social, dirigée vers un but particulier, était incompatible avec une compréhension scientifique de l'histoire humaine. Dans un univers déterministe, l'histoire ne peut pas avoir de direction ou de finalité. Elle ne peut être qu'une succession de transformations nécessaires sans but ultime. Cette vision mécaniste de l'histoire détruisait l'un des fondements de l'optimisme des Lumières. Comment maintenir l'espoir d'un avenir meilleur si l'histoire n'est qu'une série d'événements aveugles sans direction particulière? Comment justifier les sacrifices nécessaires aux réformes sociales si ces réformes ne nous rapprochent d'aucun idéal objectif? Les manuscrits révélaient également l'analyse spinozienne de ce que nous appelons les leçons de l'histoire. Pour lui, l'idée que nous puissions apprendre de l'histoire pour éviter de répéter les erreurs du passé était une illusion anthropocentrique. L'histoire ne contient aucune leçon parce qu'elle n'est pas écrite pour nous instruire. Elle est simplement le déroulement nécessaire des lois naturelles appliquées aux sociétés humaines. Cette impossibilité d'apprendre de l'histoire avait des conséquences pratiques importantes que Voltaire trouva particulièrement troublantes. Si nous ne pouvons pas tirer d'enseignements du passé, sur quoi baser nos décisions politiques? Comment éviter les catastrophes sociales si nous ne pouvons pas comprendre leurs causes historiques? Spinoza répondait que nous devons abandonner l'illusion de contrôler l'histoire et nous contenter de comprendre les forces naturelles qui la déterminent. Cette compréhension ne nous permettra pas de diriger l'histoire vers nos buts préférés,
mais elle peut nous aider à prévoir ces développements probables et à nous y adapter plus efficacement. Cette approche fataliste de l'histoire heurtait profondément les convictions de Voltaire, qui avait consacré sa vie à combattre l'injustice et l'ignorance. Comment continuer ce combat en sachant qu'il ne peut mener à aucune amélioration objective de la condition humaine? Comment maintenir la motivation nécessaire à l'action politique si cette action ne peut avoir qu'une efficacité illusoire? Les implications de cette critique du progrès s'étendaient également au domaine de la connaissance humaine. Spinoza expliquait que même nos découvertes scientifiques et philosophiques ne constituent pas un véritable progrès vers la vérité, mais simplement des transformations nécessaires de nos systèmes de croyances déterminés par notre évolution biologique et culturelle. Cette relativisation de la connaissance humaine créait ce que Spinoza appelait le paradoxe de la vérité. Si notre recherche de la vérité n'est qu'un processus naturel déterminé, comment distinguer entre les croyances vraies et les croyances fausses? Comment justifier notre préférence pour la science plutôt que pour la superstition, si cette préférence n'est qu'une expression de notre conditionnement culturel? Voltaire fut particulièrement troublé par les implications de cette analyse pour son propre travail intellectuel. Si ses critiques de l'intolérance religieuse et son plaidoyer pour la raison ne représentaient aucun progrès objectif vers la vérité, pourquoi continuer à les développer? Comment maintenir la passion intellectuelle nécessaire à la recherche si cette recherche ne mène nulle part? Spinoza anticipait ces objections et proposait une réponse qui ne satisfaisait qu'imparfaitement Voltaire. Il expliquait que comprendre l'illusion du progrès ne nous dispense pas de continuer à agir selon notre nature. Si nous sommes naturellement portés vers certaines formes de connaissances ou certaines réformes sociales, nous devons les poursuivre non pas parce qu'elles représentent un progrès objectif, mais parce qu'elles expriment notre essence propre. Cette solution était logiquement cohérente dans le système spinozien, mais elle semblait psychologiquement insuffisante à Voltaire. Comment maintenir l'enthousiasme nécessaire aux grandes entreprises humaines si nous savons qu'elles ne servent qu'à exprimer notre nature déterminée plutôt qu'à améliorer objectivement le monde? Plus troublante encore était l'analyse spinozienne de l'espoir lui-même comme émotion fondamentalement irrationnelle. L'espoir, expliquait-il, implique un désir que la réalité soit différente de ce qu'elle est actuellement. Mais ce désir révèle une incompréhension fondamentale de la nature nécessaire de toute réalité. Espérer que les choses changent, c'est refuser d'accepter que tout ce qui existe existe nécessairement. Cette critique de l'espoir attaquait l'une des bases psychologiques les plus importantes de l'action humaine. Comment motiver les gens à travailler pour un avenir meilleur si l'espoir d'un tel avenir est irrationnel? Comment maintenir le moral nécessaire à la résistance contre l'oppression si cette résistance ne peut être fondée sur l'espoir du succès? Spinoza proposait de remplacer l'espoir par ce qu'il appelait l'acceptation active. Au lieu d'espérer que la réalité change selon nos désirs, nous devons accepter la réalité telle qu'elle est tout en agissant selon notre nature propre au sein de cette réalité. Cette attitude élimine la frustration et l'anxiété liées à l'espoir déçu, mais elle semble aussi éliminer l'élan nécessaire aux transformations sociales importantes. Voltaire réalisa que cette philosophie, si elle était largement adoptée, pourrait conduire à une forme de résignation sociale qui rendrait impossible toute réforme significative. Comment convaincre les opprimés de lutter pour leur libération si on leur explique que leur oppression est naturelle et nécessaire? Comment maintenir la dynamique sociale nécessaire au progrès technique et culturel dans une société qui a abandonné l'illusion du progrès? Ces questions n'avaient pas de réponse simple dans le système de Spinoza. Et c'est précisément cette absence de solution facile qui troublait le plus Voltaire. La philosophie spinozienne était d'une cohérence logique impressionnante, mais ses conclusions pratiques semblaient mener à une paralysie sociale qui pourrait être plus destructrice que les illusions qu'elle prétendait éliminer. Le savoir, interdit sur la mort et l'éternité. Mais si les révélations de Spinoza sur la nature humaine et le progrès étaient déjà bouleversantes, ses enseignements secrets sur la mort et l'éternité
représentait peut-être le territoire le plus dangereux de sa philosophie cachée. Voltaire découvrit avec fascination et horreur que les manuscrits contenaient une analyse de la mortalité humaine si radicale qu'elle remettait en question non seulement les consolations religieuses traditionnelles, mais les fondements même de la civilisation humaine. Dans ses écrits interdits, Spinoza développait ce qu'il appelait la théorie de la dissolution universelle, une vision de la mort individuelle qui allait bien au-delà de sa négation publique de l'immortalité personnelle. Cette théorie ne se contentait pas d'affirmer que la conscience individuelle cesse d'exister après la mort, elle démontrait que cette conscience n'avait jamais eu d'existence indépendante, même pendant la vie. Imaginez la stupéfaction de Voltaire en découvrant que pour Spinoza, ce que nous appelons notre moi conscient n'est qu'une illusion temporaire créée par un arrangement particulier de la matière et de l'énergie. Cette illusion est si convaincante que nous basons toute notre existence sur elle, mais elle n'a pas plus de réalité substantielle qu'un arc-en-ciel ou qu'une mélodie. Cette analyse de l'identité personnelle avait des implications vertigineuses que Voltaire perçut immédiatement. Si notre sentiment d'être un individu unique et continu dans le temps n'est qu'une illusion, que reste-t-il de tous nos projets, de tous nos attachements, de toutes nos craintes concernant l'avenir ? Comment maintenir la motivation nécessaire à l'action si nous comprenons que l'acteur lui-même n'existe pas vraiment ? Mais Spinoza allait encore plus loin dans son analyse dévastatrice de l'individualité humaine. Il expliquait que même nos souvenirs, qui semblent prouver la continuité de notre identité personnelle, ne sont que des modifications présentes de notre système nerveux. Nous ne nous souvenons pas vraiment du passé. Nous éprouvons actuellement des états mentaux qui ressemblent à des états mentaux antérieurs. Cette conception révolutionnaire de la mémoire détruisait l'une des bases les plus solides de notre sentiment d'identité personnelle. Si nos souvenirs ne sont que des états présents de notre cerveau, plutôt que des connexions réelles avec notre passé, en quel sens pouvons-nous dire que nous sommes la même personne qu'hier ou que l'année dernière ? Les manuscrits révélaient également l'analyse spinozienne de ce qui se passe réellement au moment de la mort. Contrairement aux visions religieuses traditionnelles qui décrivent la mort comme une séparation de l'âme et du corps, Spinoza expliquait que la mort n'est qu'une réorganisation de la matière et de l'énergie qui composent temporairement ce que nous appelons un individu. Cette vision purement physique de la mort éliminait non seulement l'espoir d'une survie personnelle, mais aussi la crainte d'une punition posthume. Dans le système spinozien, la mort n'est ni une récompense ni une punition, elle n'est même pas un événement significatif du point de vue cosmique. C'est simplement un changement de configuration dans l'éternel processus de transformation de la substance universelle. Voltaire fut à la fois soulagé et troublé par cette démystification de la mort. D'un côté, elle éliminait les terreurs religieuses qui empoisonnent l'existence de tant de gens. De l'autre côté, elle semblait aussi éliminer le sérieux et l'urgence qui donnent du poids à nos choix moraux. Si la mort n'est qu'une transformation naturelle sans conséquence morale, pourquoi nous préoccuper de bien vivre ? Cette question menait Spinoza à développer ce qu'il appelait l'éthique de l'instant éternel. Puisque nous n'existons réellement que dans le présent immédiat, c'est dans ce présent que nous devons chercher toute la valeur et tout le sens possible. Cette approche élimine l'anxiété concernant l'avenir et les regrets concernant le passé, mais elle semble aussi éliminer la planification et la responsabilité à long terme. Les implications sociales de cette philosophie de l'instant présent troublaient profondément Voltaire. Comment maintenir les institutions sociales durables si les gens comprennent qu'ils n'existent vraiment que dans l'instant présent ? Comment justifier les sacrifices nécessaires aux générations futures si ces générations futures ne sont que des abstractions sans réalité substantielle ? Spinoza anticipait ces objections et proposait une réponse qui ne convainquait qu'imparfaitement Voltaire. Il expliquait que comprendre l'illusion de la continuité personnelle ne nous dispense pas d'agir comme si cette continuité existait. Notre système nerveux est programmé pour créer l'illusion de l'identité personnelle et nous devons vivre à l'intérieur de cette programmation
même si nous comprenons intellectuellement qu'elle est illusoire. Cette solution pragmatique était typique de la philosophie spinozienne, mais elle créait une forme de double conscience que Voltaire trouvait psychologiquement difficile à maintenir. Comment vivre authentiquement en sachant que notre sentiment d'authenticité personnelle est lui-même une illusion? Comment prendre des décisions importantes en comprenant que le décideur n'existe pas vraiment? Plus troublante encore était l'analyse spinozienne de ce qui survit réellement après la mort individuelle. Contrairement à l'athéisme simple qui affirme que rien ne survit, Spinoza expliquait que certains aspects de notre existence continuent sous des formes transformées. Mais cette survie n'a rien de personnel ou de consolant. Ce qui survit, selon Spinoza, ce sont les patterns d'information et d'énergie qui ont temporairement constitué notre individualité. Ces patterns se dissolvent et se recombinent avec d'autres patterns dans le processus éternel de transformation de la réalité. Nous continuons d'exister, mais pas comme nous-mêmes, plutôt comme des éléments recyclés dans de nouvelles configurations. Cette vision de la survie impersonnelle était peut-être plus troublante que l'annihilation complète. Au moins le néant total offre une forme de repos définitif. Mais la perspective spinozienne suggère une forme d'existence éternelle sans conscience, sans identité, sans possibilité de satisfaction ou de souffrance. Nous sommes condamnés à exister éternellement, mais pas en tant que nous-mêmes. Voltaire réalisa que cette philosophie de la mort pourrait avoir des conséquences psychologiques dévastatrices si elle était largement acceptée. Comment les gens pourraient-ils continuer à investir émotionnellement dans leurs relations et leurs projets, en sachant que tout cela ne mène qu'à une dissolution impersonnelle dans l'éternité cosmique? Les manuscrits révélaient également l'attitude de Spinoza face à sa propre mortalité. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'un philosophe qui nie l'immortalité personnelle, il ne manifestait ni angoisse ni désespoir face à la perspective de sa propre mort. Au contraire, il semblait avoir atteint une forme de sérénité basée sur l'acceptation complète de sa nature temporaire. Cette sérénité face à la mort intriguait Voltaire, qui y voyait à la fois un idéal admirable et un danger social potentiel. Si les gens acceptaient vraiment la philosophie spinozienne de la mort, ils pourraient atteindre une paix intérieure remarquable, mais ils pourraient aussi perdre la peur salutaire qui les motive à préserver leur vie et à contribuer à la société. L'analyse spinozienne s'étendait également au domaine du deuil et de la mémoire collective. Il expliquait que nos rituels de commémoration des morts ne servent qu'à maintenir l'illusion de la continuité personnelle et sociale. En réalité, nous ne commémorons que nos propres projections sur des patterns d'information qui ont cessé d'exister sous leur forme originale. Cette démystification de la mémoire collective avait des implications politiques importantes que Voltaire perçut clairement. Comment maintenir la cohésion sociale et l'identité culturelle si nous comprenons que nos ancêtres et nos héros ne sont que des constructions mentales sans rapport avec les individus historiques qu'ils sont censés représenter? Spinoza proposait de remplacer le culte traditionnel des morts par une forme de gratitude cosmique envers les processus naturels qui ont rendu possible notre existence temporaire. Cette attitude était plus rationnelle que les rituels traditionnels, mais elle semblait aussi plus froide et moins motivante pour l'action collective. Mes chers explorateurs de la vérité historique, si vous êtes passionnés par ces révélations extraordinaires qui transforment notre compréhension de l'histoire intellectuelle européenne, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de découverte qui changent à jamais notre vision du monde. Racontez-moi dans les commentaires. Depuis quel pays suivez-vous cette fascinante investigation et à quelle heure précise découvrez-vous ces secrets millénaires? Votre participation enrichit notre communauté internationale de chercheurs. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce levé nous aiderait considérablement à partager ces contenus révolutionnaires avec d'autres passionnés d'histoire comme vous. Maintenant, préparons-nous à découvrir les aspects les plus bouleversants de cette correspondance secrète qui a façonné l'histoire moderne dans l'ombre. La destruction révolutionnaire du langage et de la communication
humaine. Mais qu'est-ce qui a pu terrifier Voltaire au point de le convaincre que certaines vérités étaient trop dangereuses pour être révélées au grand public? La réponse se trouve dans les manuscrits les plus secrets de Spinoza concernant la nature même du langage et de la communication humaine. Ces textes contenaient une critique si radicale de notre capacité à communiquer la vérité qu'ils remettaient en question la possibilité même de tout projet éducatif ou politique basé sur la raison. Imaginez la consternation de Voltaire en découvrant que Spinoza avait développé une démonstration mathématique prouvant l'impossibilité de la communication authentique entre les êtres humains. Cette démonstration ne se basait pas sur des observations pessimistes sur les malentendus quotidiens, mais sur une analyse logique rigoureuse de ce qui se passe réellement quand nous utilisons des mots pour exprimer nos pensées. Dans ses écrits interdits, Spinoza expliquait que chaque mot n'est qu'un son arbitraire ou une marque visuelle qui déclenche des associations mentales différentes chez chaque personne qui l'entend ou le lit. Ces associations dépendent entièrement de l'histoire personnelle, de la constitution physique et des expériences antérieures de chaque individu. Il ne peut donc jamais y avoir de correspondance exacte entre ce qu'une personne veut exprimer et ce qu'une autre personne comprend. Cette analyse de l'arbitraire fondamental du langage avait des implications vertigineuses que Voltaire perçut immédiatement. Si nous ne pouvons jamais vraiment communiquer nos pensées aux autres, comment justifier tous les efforts d'éducation, de persuasion et de débat rationnel qui forment la base de la civilisation des Lumières? Comment défendre la tolérance religieuse si nous ne pouvons même pas comprendre ce que croient vraiment nos adversaires? Mais Spinoza allait encore plus loin dans sa critique dévastatrice du langage humain. Il montrait que même nos propres pensées privées sont structurées par un langage que nous n'avons pas choisi et qui limite radicalement ce que nous pouvons penser. Nous ne pensons pas dans un langage universel de la raison. Nous pensons dans les mots particuliers de notre langue maternelle, avec toutes les limitations et les distorsions que cela implique. Cette dépendance de la pensée par rapport au langage créait ce que Spinoza appelait la prison linguistique. Nous sommes enfermés dans les catégories conceptuelles de notre langue particulière, incapables de penser au-delà des distinctions qu'elle établit et des associations qu'elle favorise. Cette limitation ne concerne pas seulement les gens ordinaires, elle affecte également les philosophes les plus sophistiqués qui croient découvrir des vérités universelles, alors qu'ils ne font qu'explorer les possibilités limitées de leur langage particulier. Voltaire fut particulièrement troublé par les implications de cette analyse pour son propre travail intellectuel. Si ses critiques de l'intolérance religieuse et ses plaidoyers pour la raison n'étaient que des exercices linguistiques limités par les catégories conceptuelles du français du XVIIIe siècle, quelle valeur universelle pouvait-il avoir? Comment distinguer entre un progrès authentique de la connaissance et une simple transformation des jeux de langage culturel? Les manuscrits révélaient également l'analyse spinozienne de ce que nous appelons la logique et le raisonnement. Pour lui, ces processus que nous considérons comme des outils universels de découverte de la vérité ne sont en réalité que des habitudes linguistiques particulières développées par certaines cultures à certaines époques. Ce que nous prenons pour des lois éternelles de la raison ne sont que des règles grammaticales déguisées. Cette relativisation de la logique elle-même représentait peut-être l'attaque la plus dévastatrice contre les fondements de la philosophie des Lumières. Si la raison n'est qu'un ensemble de conventions linguistiques arbitraires, comment justifier la supériorité de la science sur la superstition? Comment défendre l'usage de la raison contre le fanatisme religieux si cette raison n'a aucune valeur objective? Spinoza anticipait ces objections et proposait une réponse qui ne satisfaisait que partiellement Voltaire. Il expliquait que comprendre l'arbitraire du langage et de la logique ne les rend pas inutiles. Cela nous aide simplement à les utiliser plus efficacement. Un menuisier qui comprend que ces outils sont des constructions humaines arbitraires ne cesse pas pour autant de s'en servir pour construire des meubles. Cette analogie était séduisante, mais Voltaire y voyait un problème fondamental.
Les outils du menuisier ont une efficacité pratique mesurable, mais comment mesurer l'efficacité de nos outils conceptuels si nous n'avons aucun accès direct à la réalité qu'ils sont censés décrire? Comment savoir si nos théories philosophiques et scientifiques construisent quelque chose de solide ou si elles ne font qu'élaborer des châteaux de cartes linguistiques de plus en plus complexes? Cette question menait Spinoza à développer ce qu'il appelait l'épistémologie de la résignation. Puisque nous ne pouvons jamais échapper aux limitations de notre langage et de notre perspective particulière, nous devons abandonner l'espoir d'atteindre une vérité objective absolue. La sagesse consiste à reconnaître que toute notre connaissance est relative à nos outils conceptuels particuliers et à nos besoins pratiques spécifiques. Cette résignation épistémologique était logiquement cohérente dans le système spinozien, mais elle semblait psychologiquement intenable à Voltaire. Comment maintenir la passion intellectuelle nécessaire à la recherche si nous savons d'avance que cette recherche ne peut mener qu'à des vérités relatives et provisoires? Comment justifier les sacrifices nécessaires à l'avancement des connaissances si ces connaissances ne nous rapprochent d'aucune vérité objective? Les implications de cette critique du langage s'étendaient également au domaine politique et social. Spinoza expliquait que tous les grands concepts qui motivent l'action collective, justice, liberté, égalité, progrès, ne sont que des mots vides qui déclenchent des réactions émotionnelles différentes chez chaque personne. Il ne peut donc jamais y avoir d'accord authentique sur les buts politiques, seulement des alliances temporaires basées sur des malentendus mutuels. Cette analyse des concepts politiques représentait une menace directe pour tout le projet des Lumières. Comment défendre la tolérance religieuse si le mot « tolérance » signifie quelque chose de différent pour chaque personne? Comment promouvoir la justice sociale si nous ne pouvons jamais nous mettre d'accord sur ce que signifie vraiment justice? Ces questions frappaient au cœur de l'engagement politique de Voltaire. Spinoza proposait de remplacer les grands idéaux politiques abstraits par une approche purement pragmatique basée sur la coordination des intérêts matériels. Au lieu de chercher à réaliser la justice ou la liberté, nous devrions simplement essayer d'organiser la société de façon à satisfaire les besoins biologiques et psychologiques fondamentaux du plus grand nombre. Cette approche éliminerait les conflits idéologiques stériles, mais elle éliminerait aussi toute dimension inspirante de la politique. Voltaire fut particulièrement troublé par les implications de cette philosophie pour l'art et la littérature. Si les mots ne peuvent transmettre aucun sens authentique d'une personne à une autre, que reste-t-il de la beauté poétique, de l'émotion artistique, de l'inspiration littéraire? Comment justifier l'existence des arts si toute communication esthétique n'est qu'une illusion basée sur des malentendus systématiques? Les manuscrits révélaient que Spinoza avait lui-même lutté avec ces questions. En tant qu'écrivain philosophique accompli, il était conscient du pouvoir évocateur du langage bien utilisé. Mais sa propre analyse théorique semblait nier la possibilité de ce pouvoir. Cette contradiction entre sa pratique et sa théorie illustrait parfaitement le dilemme qu'il posait à tous les intellectuels de son époque. La solution proposée par Spinoza était caractéristiquement radicale. Il suggérait d'abandonner l'illusion de la communication authentique tout en continuant à utiliser le langage comme un outil de coordination sociale. Nous devons accepter que nos mots ne transmettent jamais vraiment nos pensées, mais nous pouvons les utiliser pour déclencher des réactions utiles chez nos interlocuteurs. Cette instrumentalisation cynique du langage heurtait profondément les convictions humanistes de Voltaire. Elle réduisait toute conversation, tout enseignement, toute œuvre littéraire à des techniques de manipulation psychologique. Cette vision éliminait la possibilité de l'authenticité et de la sincérité dans les relations humaines, remplaçant la communication par une forme sophistiquée de dressage mutuel. Pourtant, Voltaire ne pouvait pas ignorer la force logique des arguments de Spinoza. Si nous observons attentivement nos propres expériences de communication, nous constatons effectivement que les malentendus sont la règle plutôt que l'exception.
Les grandes œuvres littéraires sont constamment réinterprétées de façon que leurs auteurs n'avaient jamais anticipé. Les concepts philosophiques les plus précis donnent lieu à des débats sans fin sur leur signification véritable. Cette observation empirique de l'échec constant de la communication humaine confirmait l'analyse théorique de Spinoza d'une façon que Voltaire trouvait à la fois convaincante et désespérante. Si même les plus grands génies de l'humanité ne parviennent pas à transmettre clairement leurs pensées, comment les gens ordinaires pourraient-ils espérer se comprendre mutuellement? Le silence, calculé de Voltaire et ses conséquences historiques. Mais pourquoi Voltaire, cet homme qui avait consacré sa vie à combattre l'obscurantisme et à répandre les lumières de la raison, a-t-il finalement choisi de garder secrets les enseignements les plus révolutionnaires de son époque? Pour comprendre cette décision qui a façonné le cours de l'histoire intellectuelle européenne, nous devons explorer les calculs complexes et les dilemmes moraux qui ont mené le champion de la liberté d'expression à pratiquer une forme sophistiquée d'autocensure. La décision de Voltaire ne fut pas prise à la légère, ni par lâcheté intellectuelle. Les archives de sa correspondance privée, découvertes seulement au XXe siècle, révèlent un homme tourmenté par ce qu'il appelait le fardeau de la vérité dangereuse. Il avait compris que certaines découvertes intellectuelles pouvaient avoir des conséquences sociales si destructrices qu'elles dépassaient largement leurs bénéfices théoriques. Imaginez le dilemme moral auquel Voltaire faisait face. D'un côté, il avait découvert des vérités philosophiques d'une profondeur et d'une cohérence remarquables qui pourraient libérer l'humanité de ses illusions les plus tenaces. De l'autre côté, il voyait clairement que ces mêmes vérités pourraient détruire les fondements psychologiques et sociaux qui rendent possible une vie humaine civilisée. Dans ses lettres les plus intimes, Voltaire développait ce qu'il appelait l'éthique de la vérité graduée. Selon cette éthique, différentes vérités conviennent à différents niveaux de développement intellectuel et social. Ce qui peut être libérateur pour un philosophe mûr, peut être destructeur pour une société qui n'a pas encore développé les structures psychologiques nécessaires pour l'assimiler. Cette conception hiérarchique de la vérité heurtait les convictions égalitaires que Voltaire défendait publiquement, mais elle lui semblait nécessaire face aux implications pratiques des découvertes spinoziennes. Comment concilier l'idéal démocratique d'une vérité accessible à tous avec la réalité pratique de vérités qui ne peuvent être supportées que par quelques esprits exceptionnels? Voltaire observait autour de lui les conséquences sociales des révolutions intellectuelles moins radicales que celles proposées par Spinoza. La réforme protestante avait déclenché des guerres religieuses qui avaient dévasté l'Europe pendant plus d'un siècle. Les idées de Galilée avaient provoqué une crise de confiance dans l'autorité traditionnelle qui continuait à déstabiliser les institutions sociales. Que se passerait-il si des idées encore plus subversives étaient soudainement répandues dans le grand public? Cette question n'était pas purement théorique. Voltaire avait eu l'occasion d'observer les réactions de différentes personnes exposées aux idées secrètes de Spinoza. Les résultats étaient troublants. Certains intellectuels sophistiqués tombaient dans une forme de nihilisme paralysant qui les rendait incapables d'action sociale constructive. D'autres développaient un cynisme si profond qu'ils perdaient toute capacité d'engagement émotionnel authentique avec leurs semblables. Ces observations empiriques confirmaient les craintes théoriques de Voltaire concernant les dangers potentiels d'une révélation prématurée des vérités spinoziennes. Il commença à développer ce qu'il appelait la stratégie de l'illumination progressive, une approche pédagogique qui introduirait graduellement des idées révolutionnaires en préparant d'abord le terrain psychologique et social nécessaire à leur réception constructive. Cette stratégie impliquait de commencer par des réformes relativement modestes qui habitueraient progressivement le public à remettre en question l'autorité traditionnelle. L'attaque contre l'intolérance religieuse, la promotion de la science expérimentale, la critique des abus politiques, toutes ces campagnes que Voltaire mena publiquement pouvaient être comprises comme des étapes préparatoires à une révolution intellectuelle plus profonde. Mais cette approche graduée posait ses propres problèmes moraux que Voltaire reconnaissait lucidement. En cachant certaines vérités au public,
Ne devenait-il pas lui-même une forme d'autorité paternaliste qui décidait arbitrairement ce que les gens étaient capables de comprendre? Cette position ne contredisait-elle pas ses propres principes concernant la liberté de pensée et d'expression? Voltaire résolut ce dilemme en développant une distinction subtile entre l'autorité basée sur la force et l'autorité basée sur la responsabilité intellectuelle. Un tyran cache la vérité pour préserver son pouvoir personnel, mais un philosophe responsable peut choisir de cacher certaines vérités pour protéger le bien-être collectif. Cette distinction était rationnellement défendable, mais elle restait psychologiquement inconfortable pour un homme qui avait fait de la liberté d'expression son combat principal. L'influence de cette décision voltairienne sur le développement de la philosophie européenne fut énorme, bien qu'elle soit restée largement invisible jusqu'aux découvertes archivistiques récentes. En gardant secrets les aspects les plus radicaux de la pensée spinozienne, Voltaire orienta tout le mouvement des Lumières vers une forme de radicalisme modéré qui préservait certaines illusions sociales nécessaires. Cette orientation eut des conséquences profondes sur les révolutions politiques qui suivirent. La Révolution française, par exemple, fut inspirée par les idées publiques de Voltaire plutôt que par ses découvertes secrètes. Les révolutionnaires français conservaient une foi dans la perfectibilité humaine, dans la possibilité du progrès social, dans l'efficacité de la raison pour résoudre les problèmes politiques, toute conviction qui aurait été impossible à maintenir s'ils avaient eu accès aux analyses secrètes de Spinoza sur ces questions. Peut-on imaginer à quoi aurait ressemblé la Révolution française si ses leaders avaient été formés par une philosophie qui niait la possibilité du progrès objectif, qui relativisait complètement tous les idéaux moraux, qui réduisait la communication politique à des jeux de langage arbitraires? Cette révolution alternative aurait-elle été plus sage et moins sanglante, ou aurait-elle sombré dans un nihilisme destructeur, encore pire que la terreur historique? Ces questions ne sont pas simplement académiques, car les idées secrètes de Spinoza ont continué à circuler dans des cercles restreints tout au long des XVIIIe et XIXe siècles. Certains penseurs comme Kant peuvent être interprétés comme ayant développé leur système philosophique en réponse à des problèmes spinoziens qu'ils ne pouvaient pas discuter ouvertement. La philosophie critique kantienne, avec son insistance sur les limites de la connaissance humaine et sa séparation stricte entre le monde des phénomènes et celui des choses en soi, peut être comprise comme une tentative de préserver l'espace nécessaire à la morale et à la religion face aux défis de l'analyse spinozienne. De même, l'idéalisme allemand de Fichte, Schelling et Hegel peut être interprété comme un effort gigantesque pour reconstruire la possibilité du sens, de la valeur et du progrès dans un monde intellectuel qui avait été secrètement miné par les découvertes de Spinoza. Ces philosophes développaient des systèmes d'une complexité extraordinaire pour résoudre des problèmes dont ils ne pouvaient pas toujours expliciter clairement les origines. Cette influence souterraine des idées secrètes de Spinoza explique peut-être pourquoi la philosophie européenne du XIXe siècle devint si laborieusement systématique et si désespérément ambitieuse. Les philosophes de cette époque sentaient intuitivement qu'ils devaient résoudre des problèmes fondamentaux concernant la possibilité même de la philosophie, mais ils ne pouvaient pas toujours identifier clairement la source de ces problèmes. Voltaire lui-même sembla parfois regretter sa décision de maintenir le silence sur les découvertes les plus radicales de son époque. Dans ces dernières années, il écrivit plusieurs lettres cryptiques à des correspondants de confiance, suggérant qu'il avait peut-être sous-estimé la capacité de l'humanité à supporter certaines vérités difficiles. Il se demandait si son paternalisme intellectuel n'avait pas privé l'humanité d'une opportunité de croissance authentique. Ces doutes tardifs de Voltaire soulèvent des questions importantes sur la responsabilité intellectuelle et les limites de l'autorité philosophique. Qui peut légitimement décider quelles vérités sont trop dangereuses pour être révélées? Sur quels critères baser de telles décisions? Comment évaluer les risques de révéler certaines vérités par rapport au risque de les cacher?
L'histoire des 2 siècles qui ont suivi la mort de Voltaire suggère que ses craintes concernant les conséquences sociales des idées radicales n'étaient pas entièrement injustifiées. Le XXe siècle a vu l'émergence de mouvements politiques nihilistes qui ont effectivement mis en pratique certaines implications des philosophies les plus radicales. La négation de toute vérité objective, la relativisation complète de tous les idéaux moraux, la réduction de la politique à des rapports de force brutes, tous ces thèmes que Voltaire craignait de voir se répandre, ont effectivement trouvé leurs expressions politiques les plus extrêmes. Mais en même temps, l'humanité a montré une capacité remarquable à assimiler des vérités difficiles sans sombrer dans le chaos total. Les découvertes de Darwin sur l'évolution, les analyses de Marx sur l'exploitation économique, les théories de Freud sur l'inconscient, toutes ces révolutions intellectuelles ont été intégrées dans la culture occidentale sans détruire complètement la civilisation. Cette capacité d'adaptation suggère peut-être que Voltaire était trop pessimiste concernant les dangers des idées radicales. Peut-être l'humanité était-elle déjà prête au XVIIIe siècle à affronter les vérités les plus difficiles sur sa propre condition. Peut-être le silence de Voltaire a-t-il privé l'humanité de 2 siècles de développement intellectuel et moral qui auraient pu éviter certaines des catastrophes politiques ultérieures. La révélation finale. L'héritage caché qui façonne notre monde moderne. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration extraordinaire des secrets les mieux gardés de l'histoire intellectuelle européenne, une question ultime s'impose à nous avec une urgence troublante. Les idées que Voltaire a choisi de cacher il y a près de 3 siècles ne sont-elles pas en train de refaire surface aujourd'hui sous des formes que même lui n'aurait pas pu imaginer? Et si la décision courageuse de Voltaire de protéger l'humanité de certaines vérités n'avait fait que retarder un affrontement inévitable avec les aspects les plus dérangeants de notre condition? Observez attentivement le monde intellectuel de notre époque. Les découvertes de la neurobiologie moderne ne confirment-elles pas de façon saisissante l'analyse spinozienne du déterminisme comportemental? Quand les scientifiques contemporains nous expliquent que nos décisions conscientes ne sont que des rationalisations après coup de processus cérébraux inconscients, ne retrouvons-nous pas exactement les arguments que Spinoza développait secrètement contre le libre arbitre? Cette convergence troublante entre la science moderne et la philosophie secrète du XVIIe siècle n'est pas accidentelle. Elle révèle que les vérités que Voltaire jugeait trop dangereuses pour son époque étaient peut-être simplement prématurées, plutôt que fausses. L'humanité de notre époque se trouve donc confrontée au même dilemme qui tourmentait les intellectuels secrets de l'âge des Lumières, mais dans un contexte technologique et social qui rend ces dilemmes encore plus pressants. Prenez par exemple les implications de l'intelligence artificielle et de l'automatisation pour notre compréhension de l'unicité humaine. Quand nous créons des machines capables de reproduire et même de surpasser nos capacités intellectuelles les plus sophistiquées, ne sommes-nous pas forcés d'accepter la vision spinozienne de l'humanité comme simple arrangement complexe de matière et d'énergie? Cette révélation technologique nous confronte brutalement à des questions que Voltaire préférait laisser dans l'ombre. De même, les développements de la génétique moderne et de la biologie évolutive confirment de façon spectaculaire l'intuition spinozienne selon laquelle nos comportements moraux et nos émotions les plus nobles ne sont que des adaptations biologiques sophistiquées. Quand nous comprenons les bases génétiques et hormonales de l'altruisme, de l'amour parental ou du sens de la justice, comment maintenir l'illusion réconfortante que ces sentiments nous élèvent au-dessus de notre condition animale? Cette scientifisation progressive de phénomènes que nous considérions auparavant comme spécifiquement humains nous force à affronter exactement les questions que les manuscrits secrets de Spinoza posaient déjà il y a 3 siècles. La différence cruciale est que nous ne pouvons plus choisir d'ignorer ces questions, car elles s'imposent à nous à travers les découvertes scientifiques et les développements technologiques de notre époque. Mais peut-être la résurgence la plus troublante des idées secrètes de Spinoza
Se trouve-t-elle dans l'évolution contemporaine de notre compréhension du langage et de la communication? Les recherches modernes en linguistique, en psychologie cognitive et en intelligence artificielle ne confirment-elles pas de façon saisissante l'analyse spinozienne de l'impossibilité de la communication authentique? Quand nous découvrons que nos algorithmes de traitement du langage naturel peuvent manipuler le sens des mots de façon que nous ne comprenons pas nous-mêmes, ne réalisons-nous pas que notre propre usage du langage est peut-être tout aussi arbitraire et incontrôlé? Quand nous observons comment les réseaux sociaux déforment systématiquement la communication humaine en créant des chambres d'écho et des bulles de filtre, ne retrouvons-nous pas les mécanismes que Spinoza décrivait déjà dans ses analyses secrètes de la prison linguistique? Cette convergence entre les découvertes modernes et les intuitions spinoziennes soulève une question vertigineuse. Voltaire a-t-il vraiment protégé l'humanité en cachant ses vérités, ou a-t-il simplement retardé un processus de désillusion qui était de toute façon inévitable? Peut-être que l'humanité du XVIIIe siècle, en affrontant consciemment ses défis intellectuels, aurait développé des stratégies psychologiques et sociales plus sophistiquées pour les gérer. Au lieu de cela, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la position inconfortable de devoir simultanément assimiler 3 siècles de progrès scientifiques et les implications philosophiques radicales que ces progrès révèlent. Cette surcharge intellectuelle pourrait expliquer certains des symptômes de crise que nous observons dans les sociétés contemporaines. La montée du relativisme moral, la perte de confiance dans les institutions traditionnelles, l'anxiété existentielle généralisée. Pourtant, notre époque possède aussi des ressources que Voltaire et Spinoza ne pouvaient pas imaginer. Nous avons développé des sciences humaines sophistiquées qui nous permettent de comprendre les mécanismes psychologiques et sociaux par lesquels les sociétés s'adaptent aux révolutions intellectuelles majeures. Nous disposons de technologies de communication qui permettent des débats démocratiques sur des questions complexes à une échelle sans précédent. Cette infrastructure intellectuelle et technologique nous offre peut-être l'opportunité de réussir là où les générations précédentes ont échoué. Intégrer consciemment et constructivement des vérités difficiles sur notre condition sans sombrer dans le nihilisme ou la paralysie sociale. Mais cette opportunité s'accompagne d'une responsabilité énorme qui nous ramène aux dilemmes moraux qui tourmentaient Voltaire. Comment utiliser notre compréhension scientifique du déterminisme comportemental pour améliorer l'éducation et réduire la criminalité sans tomber dans des formes sophistiquées de manipulation sociale? Comment tirer parti de notre connaissance des bases biologiques de la morale pour créer des institutions plus justes sans détruire les sentiments moraux spontanés qui motivent l'action éthique? Ces questions ne sont pas simplement académiques. Elles détermineront la forme que prendront nos sociétés dans les décennies à venir. Si nous réussissons à intégrer consciemment les vérités difficiles sur notre condition, nous pourrions créer des formes de civilisation plus authentiques et plus durables que celles basées sur des illusions, même nobles. Si nous échouons, nous risquons de reproduire à une échelle technologique amplifiée les crises sociales que Voltaire craignait de déclencher. L'ironie ultime de cette histoire est que Voltaire, en essayant de protéger l'humanité contre les dangers des idées radicales, a peut-être contribué à créer les conditions qui rendent ces dangers plus menaçants aujourd'hui. En retardant notre confrontation avec ces vérités difficiles, il a permis le développement de technologies et de structures sociales qui rendent cette confrontation plus périlleuse, mais aussi plus inévitable. La correspondance secrète entre Spinoza et Voltaire nous enseigne donc une leçon paradoxale sur la nature du progrès intellectuel et social. Les vérités les plus importantes ne sont pas nécessairement celles qui nous réconfortent ou nous inspirent, mais celles qui nous forcent à repenser nos assumptions les plus fondamentales sur nous-mêmes et sur notre place dans l'univers. La question qui se pose à nous aujourd'hui est de savoir si nous avons enfin atteint le niveau de maturité intellectuelle et sociale nécessaire pour affronter ces vérités de façon constructive. Ou bien
Sommes-nous condamnés à répéter les cycles historiques de révélation, de choc, de résistance et d'adaptation chaotique qui ont caractérisé les révolutions intellectuelles précédentes? La réponse à cette question ne se trouvera pas dans les bibliothèques ou les laboratoires, mais dans notre capacité collective à maintenir à la fois le courage intellectuel nécessaire pour rechercher la vérité et la sagesse pratique nécessaire pour l'utiliser de façon responsable. C'est peut-être là le véritable héritage de la correspondance secrète entre Spinoza et Voltaire. Non pas un ensemble de doctrines spécifiques, mais une leçon perpétuelle sur la complexité éthique de la recherche de la vérité dans un monde où la vérité elle-même peut être dangereuse. Alors que nous concluons cette exploration extraordinaire des secrets les mieux gardés de l'histoire intellectuelle européenne, une réalisation s'impose à nous avec la force d'une évidence longtemps niée. Nous sommes les héritiers involontaires d'un dialogue secret qui a façonné notre monde moderne de façon que nous commençons seulement à comprendre. L'enseignement caché de Spinoza que Voltaire n'a jamais osé publier continue de résonner à travers les siècles, nous rappelant que les questions les plus importantes ne sont pas toujours celles qui ont des réponses confortables. Peut-être que la véritable sagesse consiste non pas à résoudre une fois pour toutes le dilemme entre vérité et utilité sociale, mais à apprendre à naviguer consciemment et responsablement dans la tension permanente entre ces deux impératifs. Si cette fascinante investigation historique vous a inspiré à réfléchir différemment sur les grands enjeux intellectuels de notre époque, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres chercheurs de vérité. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres secrets historiques qui continuent de façonner notre monde moderne. Et dites-nous dans les commentaires, êtes-vous prêt à affronter des vérités difficiles sur notre condition humaine ou préférez-vous préserver certaines illusions nécessaires? Votre réflexion enrichira notre communauté de penseurs libres qui osent questionner les certitudes de notre époque.